Bienvenue dans le Craft Project, une émission de podcast produite par Métiers Rares qui propose des conversations intimes avec des artisans d'art. Un artisan d'art est un homme ou une femme qui choisit de faire apparaître de nouveaux objets sur la planète et consacre à cette tâche son corps, son âme et son esprit avec technique et poésie. Du dernier des Mohicans au néo-artisan, le Craft Project cherche à comprendre comment se construit et se vit une vie d'artisan, pour parler à nos cœurs de faiseurs, de chercheurs de sens et de rêveurs. Je suis Raphaël Métiers Rares et aujourd'hui, j'interroge Pierre Salagnac. À 41 ans, Pierre Salagnac est sculpteur sur bronze. Il est le chef de projet de la Maison Charles, bronzier d'art depuis 120 ans. Il faut voir le bonsaï de bronze qu'il a créé, dessiné, tourné, ciselé, monté pour Maison Charles, afin de comprendre ce qui se joue de sensualité, de contrainte, d'abnégation, de séduction, de force entre un artisan d'art et sa matière. Entre les collections à créer, les commandes à négocier et l'atelier à diriger, Pierre Salagnac trouve le temps de partager sa vie à l'atelier sur son compte Instagram. Des matières, des outils, de la camaraderie, des apprentis. Parce que pour lui, faire connaître son métier est la seule façon de l'empêcher de disparaître dans la poussière des savoir-faire ancestraux que plus personne ne comprend. Bonjour Pierre Salagnac. Bonjour, merci. Il vous plaît mon portrait ? Impeccable, je peux partir là, tout est fait. Avant de partir, comment elle a commencé la vie d'artisan ? On a un petit passé familial, on est 4 frères et sœurs. On a tous, quand on était jeunes, à partir de 7-8 ans, on commence à faire du dessin au lieu d'aller faire du foot avec les copains ou voilà. Nos parents nous avaient mis à des cours de dessin et on s'était dirigé plus ou moins sans le savoir vers ces métiers-là. Il se trouve que mon grand frère a ouvert la voie en rentrant à l'école Boulle et ça a été comme une évidence pour nous autres. On est rentrés en effet dans cette école, tous les 4, et où on a fait chacun notre spécialité et où on s'est forgé des buts de notre personnalité dans cette école-là. On rentre à quel âge à l'école Boulle ? On peut rentrer après la 3e, ce qui a été le cas pour nous. Donc c'est relativement jeune, mais c'est l'âge où l'être humain est encore malléable. On est prêt à apprendre plein de choses, on les voit, on les découvre. On rentre dans un atelier, dès le départ on s'engage dans une section. Ça veut dire qu'en 3e, vous avez choisi dans la section dans laquelle vous alliez ? Ouais, à 15 ans, je me suis retrouvé à Paris, sans mes parents, et dans une école d'art où tout devenait possible. Tout devenait incroyable. Mais c'est fou. Et alors pourquoi le bronze ? C'était tourneur sur bronze le diplôme ? Au départ, je devais faire tout sauf dans le bronze. Je devais essayer de rentrer dans le bois parce que l'école Boulle était réputée pour ça, pour l'ébénisterie notamment. Et puis tout au début, quand on rentre, qu'on est tout minot, tout petit dans cette grande école, qu'on arrive à Paris déjà, de la province, ça impressionne. Et on arrive dans cette école-là qui est une institution et les premières semaines, en fait, on fait le tour des ateliers. Chaque professeur montre son atelier, en parle, l'explique, essaye de se vendre un petit peu pour que les élèves puissent choisir une place dans cet atelier-là. Et mon futur prof, que je ne savais pas être mon futur prof, m'a complètement envoûté. Et donc, je suis rentré dans le tournage d'art, qui est un métier qui n'est pas du tout connu. Tournage d'art sur bronze. Donc, on connaît un peu plus le tournage sur le bois. Mais là, c'est la même chose sur le bronze. Et voilà, j'ai fait 5 ans dans cette école avec ce professeur qui m'a complètement lancé. Donc c'est avec ces mots qu'il a réussi à vous convaincre ou c'est avec les gestes qu'il vous a montré, la matière ? Il avait 2 heures, donc c'était ces mots. Ouais. En 2 heures, il a décidé de votre vie. Ouais, c'est ça, exactement. C'était ces mots. Il a allumé une lumière, surtout. Il a allumé une lumière. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette formation-là, peu importe ce qu'on fait, ce qui est important, c'est la manière dont on le fait. Donc, j'aurais pu rentrer en ébénisterie si j'avais eu la foi. Je serais rentré après dans n'importe quel corps de métier. C'est la façon d'aborder la matière, la façon de se proposer à l'outil et comprendre comment la combinaison entre soi, l'outil et la matière peut donner un objet. Et comment faire pour essayer de le maîtriser et d'aller un petit peu plus loin que ce que l'on nous montre dans les livres. Donc, la passion est née avec ce professeur. Il aurait fait de la tapisserie, j'aurais fait tapisserie. Il y a quand même un truc avec le bronze. Le bronze,
C'est une matière qu'on adopte, c'est une matière qui est compliquée, qui est difficile. Pourquoi ? Elle est moins vivante que le bois, par exemple, qui est plus majestueux, qui a un toucher, qui est quelque chose de chaud. Le bronze, c'est une matière donc, c'est un alliage, donc qui a un mélange de différents métaux, qui n'a pas du coup une personnalité forte comme peut l'avoir le cuivre, le fer, ces métaux natifs. C'est un alliage, et cet alliage, il est compliqué parce que pour la mise en forme, beaucoup de défauts en résultent en finalité. Et on doit se battre aujourd'hui avec ces défauts qui nous mènent un petit peu la vie dure parce que nos clients, en finalité, ont peu de connaissances voire aucune connaissance sur ces matériaux et ne comprennent pas quand la matière réagit quelques semaines, quelques mois après que la pièce soit totalement finie. Ça existe ça ? Oui. Quand les pièces arrivent à l'autre bout du monde et qu'il y a une recrachure parce qu'une microporosité a relâché de l'humidité, qu'elle a lancé un point d'oxydation, il y a un point noir qui se développe au milieu du poli, que le client appelle en disant « c'est pas normal, je vais être remboursé ». Voilà, ça a créé des petits frissons dans le dos et des petits passages de panique. Donc c'est une matière qui est difficile. Il faut qu'on puisse la comprendre. Pour la comprendre, on peut pas la découper pour voir ce qu'il y a dedans. Donc il y a la sensation. Dans le métier de bronzier, il y a 3 corps de métier. Il y a tourneur comme ce que j'ai fait. Il y a le ciseleur et le monteur en bronze. C'est 3 corps de métier qui forment le métier de bronzier. Chaque artisan va, lui, face à la matière, devoir essayer de comprendre la matière pour savoir si ça vaut le coup de travailler 15 heures dessus et s'il le fait pas pour rien. Parce que si il découvre une cavité dans la pièce, c'est-à-dire si elle est creuse, eh bien, vraisemblablement, on peut pas la garder. Donc, les 15 heures de ciselure vont à la poubelle et on refait fondre une pièce. Donc, il y a tout un petit jeu de cache-cache entre les défauts, la matière et puis le fait d'être quand même rentable, de réussir à faire des belles pièces, d'être à la hauteur de l'attente de nos clients et de la matière parce que le bronze, pour qu'il soit joli, c'est beaucoup d'heures. C'est beaucoup d'interventions, beaucoup de professionnels. Il y a le bronzier, va y avoir le décorateur, va y avoir même l'abat-jouriste qui va faire son travail pour nos lampes. Donc, il y a énormément d'interventions. Si à la fin, c'est qu'il y ait une recrachure à l'autre bout du monde. C'est l'horreur. Ah ouais, c'est la panique. C'est l'horreur. Ouais. Donc le bronze est une matière difficile, mais donc toi t'es à l'école Boulle, t'as 15 ans, ce prof qui t'a fasciné, et tu rentres dans une formation qui dure combien de temps ? On a 3 ans pour passer un CAP, donc apprendre un petit peu les règles fondamentales de nos métiers, les bases. Au bout de ces 3 ans, on passe donc le CAP, ça nous donne accès à 2 ans de diplôme supérieur qui est un DMA, un diplôme de métier d'art, et qui nous amène à la fin à passer un diplôme sur toute l'année où on a un sujet commun pour tous les ateliers, un bois, bronze, et puis des diverses spécialités. C'était quoi ton sujet, toi ? Moi, c'était un sujet assez facile, c'était les bars et lieux de rencontre. Donc du coup, j'ai beaucoup travaillé. Avec les copains, on a beaucoup bossé. On est allé dans beaucoup de bars et beaucoup de lieux de rencontre. Et c'est assez intéressant justement parce que nos métiers tournent autour de la rencontre. C'est-à-dire qu'un objet interpelle, un objet évoque des sensations, on aime, on n'aime pas. On a tous une réaction par rapport aux objets réalisés par un artisan. Donc je trouvais en plus le sujet complètement en accord avec nos métiers. Voilà, et on a 1 an donc pour créer une pièce qui est en rapport avec le sujet et la réaliser pour la présenter en fin d'année à un jury. Voilà. D'accord, et toi j'imagine que ça s'est très bien passé ? Ça s'est relativement bien passé. Et donc après l'école Boulle, qu'est-ce qui... Après l'école Boulle, donc j'étais tourneur sur bronze. Faut savoir que c'est un métier qui n'existe quasiment plus aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le métier de bronzier date de bien longtemps maintenant. C'est-à-dire c'est un métier qui est en voie de disparition parce que les 3 corps de métier, monteur, ciseleur, tourneur, imposent 3 spécialistes qui coûtent cher, forcément. D'accord. Quand une pièce passe dans les mains d'un ciseleur, d'un tourneur et d'un monteur, elle coûte 3 fois le prix que si elle passait qu'entre les mains d'un monteur. Bien sûr. Et quand les métiers du bronze ont commencé à décliner parce qu'on avait de moins en moins de commandes, certains bronziers ont commencé à arrêter la ciselure, ont commencé à arrêter la tournure
et on gardait que le travail de monture en bronze. Et beaucoup de bronziers se sont improvisés ciseleurs et tourneurs, mais sans connaître forcément toutes les ficelles du métier. Donc un savoir-faire a commencé à disparaître. La maison Charles, dans laquelle je travaille aujourd'hui, heureusement, a toujours tenu bon malgré vent et marée. Et on a conservé ces 3 corps de métier. On a un vrai ciseleur, on a un vrai tourneur. On en a un, évidemment. Ça, on n'a pas 15 tourneurs ni 15 ciseleurs. Et on a des vrais monteurs qui garantissent aujourd'hui un savoir-faire qui se passe de main en main dans la maison Charles, justement, depuis 1908. Et en effet, tourneur, il n'y a pas énormément de débouchés en tant que tourneur, mais le fait de rentrer à boule, comme j'expliquais, on peut faire n'importe quel métier derrière tant qu'on a l'envie. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir fait la rencontre d'un artisan, Laurent Chenet, qui m'a ouvert son atelier, qui m'a ouvert ses bras, son savoir-faire. Il m'a pris en main, sous son aile, et il m'a enseigné tout ce qu'il pouvait m'enseigner. Comment tu l'as rencontré ? Par hasard. Par hasard ? Ouais. T'es pas allé dans son atelier ? Comment ? Non, j'ai su que ce monsieur cherchait quelqu'un. Et j'y suis allé, et le lendemain, je commençais chez lui. Vous avez eu un coup de foudre ? Il cherchait du monde et j'avais besoin d'un boulot. Je sais pas si ça peut s'appeler un coup de foudre, mais le coup de foudre, c'est fait après. Fait après, ouais, parce que c'était un monsieur très réservé, mais bourré de talent. J'en parle au passé parce qu'il est décédé très jeune, malheureusement. Un peu trop tôt d'ailleurs. Il n'avait pas encore fini de me montrer tout ce qu'il pouvait me montrer. Mais aujourd'hui, il n'y a pas un jour où je pense pas à lui. Il était tellement doué que quand j'essaye de trouver une solution avec mes collègues et que je ne l'ai pas, il me suffit de penser à lui pour que le lendemain, dans la nuit, quelque chose de magique s'est passé et la solution arrive comme s'il m'avait donné un petit coup de pouce. Mais c'était un garçon formidable et qui a embauché pas mal de jeunes par la suite qui sont passés dans son atelier et qui sont repartis avec un enseignement eux aussi pour continuer dans leur voie. Voilà. Combien de temps t'es resté avec lui dans son atelier ? On a fait, j'ai fait en 2 étapes. J'ai fait la première fois où j'étais vraiment en arpette. L'arpette, c'est l'apprenti chez l'artisan. D'accord. J'étais un jeune arpette au départ et puis après j'ai essayé de voler de mes propres ailes. Je suis allé voir chez d'autres bronziers pour essayer d'ouvrir un peu les yeux. Puis en finalité, je suis allé le revoir. Mais là, j'étais plus comme arpette. Il m'a pris plus comme un confrère. Voilà, j'avais pris un peu du galon. Et il t'a ouvert les bras. Il n'était pas vexé que tu sois... Non. Et quand il était sur son lit de mort, il m'a laissé les clés de son atelier. Il avait pour souhait que je continue. Il t'a choisi toi ? Ouais. Il m'a fait plus qu'un cadeau. Il m'a lancé vraiment dans ce métier, ce gars. Il t'a dit pourquoi il t'avait choisi toi ? C'était pour tes qualités techniques ? Je pense qu'on s'entendait très bien, on rigolait beaucoup ensemble. C'est vrai ? Ouais, des fois il suffit pas grand-chose. Bah bien sûr, ouais. C'est important. Et puis je pense qu'il avait à souhait de pouvoir communiquer son savoir et qu'il se trouve que par chance pour moi, il avait essuyé pas mal de déceptions professionnelles, de relations qui s'étaient mal passées. Et que là, il avait à ce moment-là, je suis tombé à ce moment-là, un jeune qui avait envie de l'écouter, qui avait envie de boire ses paroles. Je pense que ça tombait pile poil pour lui, donc pile poil pour moi. Voilà. Et t'avais quel âge quand il t'a confié les clés ? J'avais 25 ans. T'étais pas vieux ? Non. T'étais pas vieux. Et ça s'est pas fait puisque... Ça a fait pendant 2 ans, et après sa femme a décidé de vendre l'atelier. À qui elle a vendu ? Elle a vendu les machines. Elle a elle a vendu les outils. Ouais. Ah, c'est triste. Ouais. C'est triste. Et t'as pas pu racheter des choses ? C'était un petit peu au-delà de mes possibilités. Ouais. C'était cher. Ouais. Donc c'est un regret pour toi, cette histoire-là ? Bah non, parce que dès que j'ai un problème, je sais que le lendemain, Laurent me l'apporte. Donc non. T'as un ange gardien. C'est un atout. Ouais, totalement. Ouais. Donc t'as gardé le meilleur de cet atelier, c'est lui en fait. Ouais, enfin lui, je pense beaucoup à ceux qui lui ont enseigné avant. Je pense que c'est comme un relais en fait. Ouais. Donc cette résonance, c'est pas, je crois pas qu'une seule personne puisse faire ça. Je pense que c'est vraiment un héritage que lui a eu
Et qu'à un moment donné, c'était à son tour de le passer, comme un jour, ça sera à mon tour de le passer. Ouais. Et alors, donc là, tu as quitté son atelier et tu es allé chez Van der Straten, c'est ça? Alors, ouais, j'ai un petit peu voyagé avant, enfin, voyagé dans le monde dans le métier. Dans le métier. Voilà, j'ai voulu me mettre un petit peu à mon compte pour faire de la sculpture, ce que j'ai fait pendant un petit moment, et pour mieux comprendre qui j'étais. Donc, jusque-là, j'étais à la lime, à l'établi. J'étais passé pendant un temps à diriger un atelier, mais voilà, très jeune. Ouais. Et puis, ça a été une épreuve très douloureuse. Et je me suis fait comme une retraite où je me suis mis à faire la sculpture pour essayer de me retrouver un peu plus moi-même dans ce que je faisais. Et par la suite, j'ai eu l'opportunité de travailler en effet avec Hervé Van der Straten qui m'a pris comme chef d'atelier. Et là, ça a été une autre étape parce que il y avait pas mal de jeunes prêts à bosser, mais qui avaient besoin de conseils ou d'appui technique. Ça faisait déjà 15 ans que j'avais quitté l'école, donc ça commençait à être un point positif pour moi, un atout, de pouvoir avoir certaines connaissances techniques, de manière à pouvoir aider mes collègues et avancer sur plein de projets magnifiques, parce qu'évidemment, travailler avec quelqu'un comme Hervé, avec les projets qu'il dessine et toutes les collections qu'il dessine, on a toujours mille et une choses à faire, redécouvrir, à réinventer, ce qui est vraiment une partie très, très jouissive du métier. Bien sûr. Et ensuite, tu as rejoint Maison Charles. Et après, voilà, j'ai rejoint Michael Wagner, qui m'a donné l'opportunité de reprendre en main l'atelier de la Maison Charles pour commencer comme chef d'atelier. Où là, je rentrais dans une maison dont le savoir-faire technique était un tout petit peu plus poussé que chez Van der Straten. Moins de créativité, mais beaucoup plus de technique. Et je trouvais l'enjeu assez intéressant d'appuyer vraiment mon côté technique et pouvoir ressortir des choses qui sont des fois un petit peu endormies. Parce que la technique est assez tout est compliqué dans la technique. On va toujours près d'une limite, on la frôle pour essayer de la dépasser et des fois on tombe un peu dans le vide. Comme la dernière fois quand j'ai eu cet accident avec cette pièce que j'ai fait. T'essayais de pousser quoi comme limite à ce moment-là, quand tu Je faisais une pièce sculptée dans du laiton brut et fallait qu'elle ait un aspect de pièce sortie de fonderie avec le feu de fonte. Donc il fallait que je lui donne une histoire qu'elle n'avait pas. Voilà. Et pourquoi? Parce qu'un client n'était pas prêt à attendre tout le processus de fonderie. Tout notre métier tient entre les mains de chaque professionnel dans lequel les pièces vont passer. Ça va être le sculpteur, le fondeur, ça va être le monteur en bronze, le ciseleur, le tourneur, mais après le décorateur sur métaux. Donc c'est long. C'est très long, c'est fastidieux. Il peut y avoir des erreurs humaines parce que ce ne sont que des artisans et donc de repousser de 2 ou 3 mois des fois les délais parce que on doit recommencer et que voilà. Donc là, tu avais imaginé une solution pour passer des étapes. Ouais, pour recouper en deux. Et la pièce va bien. Ouais. Le client l'a eu, il est ravi. Mon bras a subi un peu les conséquences. Mais voilà, on pousse un petit peu. Sur le tour, c'est ça? C'était sur du polissage. Donc c'est un touret. C'est une machine qui tourne vite et qui est assez capricieuse parce que des fois, elle a envie de manger les pièces. Elle a faim. Donc notre travail, c'est de lui donner bien à manger pour qu'elle fasse son travail. Mais des fois, elle mange tout. Voilà, elle a pris la pièce. Donc, vous avez encore beaucoup les mains à la pâte. Vous êtes sur les machines. Pas assez à mon goût. Ouais. Mais c'est super important. On peut pas donner un conseil technique à un gars si soi-même on sait pas le faire ou si on n'a pas tenté. Si on peut pas conseiller de pousser une limite si on la pousse pas nous-mêmes. Donc la théorie à un moment donné c'est bien, la pratique c'est tellement mieux. Et puis des fois même sur quelque chose où on va avoir une idée, on va avoir le sentiment qu'on peut passer, que la solution est dans cet axe-là, on n'est jamais vraiment sûr. Alors faut y aller soi-même et puis l'expérimenter. Faut essayer. Bon, quand ça marche, c'est bien. Ouais, bien sûr. Voilà.
Des fois, ça marche moins bien. Alors, au sein de Maison Charles, vous êtes artisan d'art et vous avez cette volonté d'être créateur. Au sein de Maison Charles, il faut faire des pièces qui appartiennent à une collection, mais parfois vous créez aussi. Mais quand vous êtes obligé de faire des pièces qui appartiennent à la collection, vous arrivez quand même à vous épanouir en tant qu'artisan d'art? Il n'y a pas une pièce qui est, je dirais, figée. Il n'y a pas une pièce qui va ressembler à une autre. Déjà, c'est pas tout le temps mes mêmes collègues qui vont prendre telle pièce ou telle pièce à leur charge. On tourne en général. Et puis, il suffit que l'humeur soit différente. Il suffit qu'il fasse un peu plus sombre, que l'outil soit un peu moins affûté, que la machine marche un peu moins bien. Et il va se créer des choses. Il va y avoir des gestes différents, il va y avoir des approches différentes. Et c'est ce qui fait aussi, je pense, la qualité de nos pièces. C'est que il y a le défaut de l'humain dessus, qui lui donne une force et une identité. Donc même sur une pièce, même quand on va faire des séries, on va faire une série de 10, 20, 30 pièces, je pense qu'on peut en sortir une ou deux et puis constater qu'il y a des différences légère. Voilà. Et donc, en ça, je pense que l'ouvrier, il va prendre du plaisir parce que déjà, sa première question, on est tous un peu feignants. Comment faire pour que ça soit moins dur? Comment faire pour que ce soit plus rapide, qu'on se fasse moins suer, moins dangereux aussi des fois, parce qu'il y a certaines opérations, on est contraint de passer par des étapes un petit peu compliquées. Si on peut les éviter, c'est toujours bien. Et donc, du coup, on est tout le temps en train de se poser des questions. Tout le temps. D'accord. Donc, c'est toujours nouveau. Alors, plus ou moins. Sauf que quand même, quand on crée un bonsaï en bronze, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Parce que là, on sent quand même qu'il y a une explosion de créativité et de plaisir. On va mettre la vidéo sur le site du podcast. Racontez-nous cette histoire-là du bonsaï. Alors, c'est compliqué justement du fait que ce soit enregistré, de dire ce que je vais dire. Mais voilà, mon approche par rapport au bonsaï, ça a été d'imaginer nos métiers sous une vision alchimique. C'est-à-dire ne pas juste utiliser ma technique et ma connaissance pour faire un objet et pour le faire valoir. Le but était de pouvoir se présenter, être disponible à la matière de manière à ce que l'objet, la forme, puisse s'extraire de la matière et que je sois à part entière un outil à la disposition de cette forme. Une façon de se rendre disponible plus que sur une étude technique où je vais faire marcher l'intellect, que je vais me dire que le chemin, c'est la première à droite et juste après le rond-point, on tourne à gauche, enlever les certitudes, se remettre à zéro pour laisser la possibilité à la forme d'exister sans aucune contrainte. Et donc l'exercice du bonsaï, ça a été un petit peu ça, le pari, déjà de raccrocher la sculpture avec l'histoire de la Maison Charles, puisque la Maison Charles a une grande histoire avec la sculpture, notamment avec Christian Charles, qui a beaucoup voyagé, qui a beaucoup créé, beaucoup sculpté. Et j'aime beaucoup ce côté, ce changement dans l'histoire de la Maison Charles, le fait qu'on quittait un peu le style, quand même en gardant toutes ces valises de savoir-faire, de connaissances, pour aller vers des choses un petit peu nouvelles. Et pour moi, la sculpture, c'est vraiment un épanouissement, c'est vraiment un moment fort où on peut, avec beaucoup de liberté, pouvoir montrer une facette de notre métier qui est beaucoup plus nourrie et beaucoup plus complexe que juste l'exécution d'une forme sur une matière. D'accord. Et pourquoi le bonsaï? C'est quoi le symbole dans cet arbre-là que vous avez voulu interroger? Alors, le bonsaï a beaucoup de liens avec le bronze, à mon sens. C'est que déjà, c'est une plante. Alors, le côté vivant, Christian Charles qui faisait beaucoup d'art floral, il y avait un lien par rapport à la Maison Charles. Mais le bonsaï, c'est un être vivant qui est torturé, qui est contraint, à qui on oblige de prendre une forme ou une autre. On va le couper, on va le blesser, on va le faire transpirer. Le bronze est contraint et tous ces métaux mélangés, des fois, nous amènent justement à des surprises, comme je disais tout à l'heure. Et donc, je trouve qu'il y a un lien vraiment entre ce type de plante et notre métier, où on a à la fin quelque chose de magnifique, mais qui est passé par
beaucoup alors pas de torture, bien que pour le bonsaï c'est le cas, mais beaucoup de relations avec l'outil, la force, la volonté de l'humain de maîtriser et de changer. Et nos métiers sont très liés justement à ça. Et quand vous avez fait votre bonsaï, c'est vous qui êtes intervenu sur toutes les étapes de fabrication au moment de la... Alors presque, parce que j'ai quand même eu l'assistance d'un fondeur. Oui, quand même, bien voilà. sûr. Et puis la dorure, on la fait pas nous-mêmes. Donc on a des gens magnifiques qui travaillent avec nous, et même certaines maisons qui travaillent avec la Maison Charles depuis super longtemps. Et donc c'est l'ensemble de ces savoir-faire qui ont contribué à ce travail. Ouais. Il coûte combien le bonsaï ? Très cher. C'est combien ? Une bonne voiture. On est, le dernier était estimé, on est dans les 60 000 euros. Ah oui, une belle voiture. Oui, une belle voiture. Une belle voiture. Et le prix moyen d'un objet Maison Charles. Alors Maison Charles fait beaucoup de luminaires. Ouais, on est beaucoup dans le luminaire. Les prix varient énormément parce qu'on a des pièces anciennes qui sont amorties depuis très longtemps, parce qu'on fait des modèles de fonte, donc on va avoir la sculpture, on va avoir l'investissement. Donc on a des pièces qui peuvent démarrer à 3 à 4 000 euros et certaines pièces qui vont s'envoler à bien plus, surtout qu'on fait essentiellement beaucoup de sur-mesure. Donc on essaye de comprendre les rêves de nos clients et puis de les réaliser. C'est aussi de grandes aventures, qui est un petit peu plus compliqué à communiquer en effet parce que ce sont leurs rêves personnels, c'est pour chez eux, leur intérieur. Et donc on a des pièces qui peuvent s'envoler au niveau des prix. Mais d'une manière générale, vous faites vos pièces pour une clientèle extrêmement privilégiée. C'était pour le luxe en fait. Alors c'est le luxe qui nous fait vivre. Et je suis conscient que le bonsaï peut pas être acheté par des gens avec des revenus modestes. Moi-même, je ne serais pas capable de me l'acheter. Mais on tend à faire des pièces, en tout cas c'est la démarche de Monsieur Wagner. On tend à faire des pièces moins coûteuses, mais qui gardent le cachet du savoir-faire de notre maison. On a des petites astuces qu'on retrouve sur nos lampes et qu'on aime bien répéter, qui donnent un petit peu l'identité de nos pièces, qui fait que certaines personnes peuvent dire bah, ça oui, c'est une pièce de la Maison Charles. Alors il tend à faire des pièces un peu moins coûteuses pour essayer de pouvoir faire profiter le plus de personnes. Après, en effet, on a une matière qui coûte très cher, une matière première qui coûte très cher, que malheureusement le bronze, on peut pas le laisser à nu. On est obligé de le protéger parce qu'il est fragile, il s'oxyde très vite. Donc on est obligé de mettre des métaux précieux par-dessus pour le protéger, tels que l'or par exemple. Et ça forcément, ça fait un peu grimper les prix. Et justement, sur la vie économique, comment on vit de ces mains Vous êtes un des derniers en France tourneur de bronze, sculpteur, un des derniers experts de cette matière. Est-ce que ça veut dire que vous gagnez beaucoup mieux votre vie ? Alors déjà, je ne crois pas être un des derniers. J'ai plein de copains qui sont dans l'ombre, que les gens ne connaissent pas, parce que malheureusement on a des métiers, tout le monde connaît l'ébéniste, on va aller faire restaurer une commode assez facilement à un ébéniste parce que c'est un réflexe, c'est dans notre culture, on connaît assez peu les bronziers. Mais j'ai beaucoup de copains talentueux, tous mes copains qui sont sortis de l'école, la plupart sont très très actifs et parfois dans les maisons renommées et parfois à leur compte. Et ils vivent de l'art. Ouais, bien sûr, ils vivent. Bah alors ils vivent comme un artisan. C'est-à-dire que les salaires sont pas super élevés. On est avant tout dans une passion d'un métier. On est avant tout. Si j'avais commencé pour l'argent, j'aurais juste pas commencé. Les années où j'ai été payé au SMIC comptent, je pense, quasiment pour un tiers de mon apprentissage et de mon début dans le métier. Et pour autant, j'étais diplômé, j'étais une main-d'œuvre qualifiée. Tout le monde n'est pas apte à faire ce métier sans l'apprentissage, mais j'étais pas plus payé que d'être à la plonge dans un restaurant. Mais néanmoins, c'est la passion avant tout qui nous lance dans ce métier. Certains y réussissent mieux que d'autres. Certains explosent les limites. J'ai des copains qui ont été capables de reprendre dans leurs mains des pièces très compliquées à faire et qui les ont exécutées avec brio.
Donc ces gens-là ont plus de valeur dans leurs mains que dans leur portefeuille, c'est évident. Mais il me semble que ça nous nourrit quand même. Il y a une petite partie où l'argent fait pas tout. Ces métiers nous construisent et en grande partie nous aident à avancer, à nous lever le matin. Le matin, c'est évident. Je veux me lever, je veux aller bosser. C'est un avantage, un atout dans une vie. Des gens vont faire du yoga, vont faire le soir pour essayer de décompresser, vont faire de la méditation, vont faire... moi, je vais travailler. Donc, ça aide beaucoup et voilà, l'argent fait pas tout. Bien sûr. Et comment vous vivez la façon dont la société vous perçoit en tant qu'artisan d'art? Est-ce que c'est une fierté? Est-ce que c'est... Comment vous avez été vu par votre entourage dans vos choix professionnels? C'est toujours une fierté parce que les gens se projettent plus ou moins dans nos métiers, imaginent un petit peu, mais c'est très très flou. C'est très compliqué pour l'entourage. Alors, mes parents, ça y est, ils sont calés. Hein. Ça fait un petit moment avec les 4 frères et sœurs. Oui, eux, ils sont calés. Ouais. Mais j'ai l'image d'un ami où ses parents sont pas du tout du milieu. Ils commencent. C'est compliqué pour eux de voir leur enfant rentrer à l'école boule à 15 ans. De pas faire le cursus scolaire normal, de pas passer le bac. Ouais. Quand ils ramènent des pièces à la maison qui sont moultées en bronze, la fierté y est quelque part, mais la compréhension de ce qu'il fait, dans quoi il s'engage, c'est très compliqué. Ouais. C'est très dur de réellement comprendre. Faut être un peu dedans. Mais je pense que c'est comme tout métier artistique. Il est difficile de l'extérieur de le comprendre. Puis on se fait vite une idée. Les gens poussent assez peu les portes des ateliers. Nous, on invite les gens à venir nous voir. Alors bon, organisez-vous, téléphonez à nous avant. Mais c'est indispensable. On invite beaucoup nos clients outre-Atlantique de venir voir nos ateliers. Parce que, évidemment, quand on fait un lustre où on fait intervenir Denis, notre ciseleur, Adrien, notre tourneur, et que le lustre qui aurait pu coûter 6 000 va tendre vers les 16, 17, 18 000, on fait venir le client en France, on lui montre ce que c'est qu'une pièce ciselée et pas ciselée, comment la lumière joue dessus, comment une pièce tournée prend de l'éclat, comment une molette posée donne tout un sens à une pièce en bronze. Il ressort de là, il comprend pourquoi il met l'argent. Ça réduit pas le prix, malheureusement, non, bien sûr, mais il comprend vraiment. Et le vrai problème dans nos métiers, c'est vraiment le fait qu'on ne connaît pas. Et que cette culture générale qu'il devait y avoir, un temps, je pense que nos anciens jouissaient d'une meilleure reconnaissance. Aujourd'hui, on tend à aller de plus en plus vers l'oubli. D'ailleurs, anecdotiquement, plusieurs fois, la maison Charles a été considérée comme fermée et morte, or qu'on va très bien, et je profite de dire qu'on va très très bien et plus que jamais. Mais on a des métiers où, en effet, les gens imaginent assez peu ce qu'on fait et imaginent assez peu ce que ça représente. Donc, être fier de quelqu'un, on ne sait pas trop ce qu'il fait, c'est toujours très compliqué. Ah ouais. Mais la dernière fois que je suis venue vous voir dans l'atelier à Saint-Denis, votre petit garçon est en vacances, il est en train de tester, et j'ai l'impression que votre fils prend un chemin qui ressemble au vôtre. Ouais. Comment ça s'est fait, cette histoire-là? Alors déjà, avec mon fils, je l'ai jamais lié à mon travail, parce que je sais, mon chemin a été difficile, je connais mon chemin, je sais comment ça a été dur d'arriver jusque-là, je le referai avec grand plaisir, mais je sais que j'ai fait de belles rencontres, ce sont été mes rencontres, ça m'a forgé moi. Je peux difficilement arriver et dire à mon fils vas-y, fais-le, tu verras, ça sera facile. Et j'aurais peur de prendre cette responsabilité, de l'engager dans... Donc j'ai jamais parlé vraiment de mon métier à mon fils. Et puis un jour, il a voulu voir un petit peu, il est venu à l'atelier, il se trouve qu'un de mes collègues lui a tendu un outil et il nous a sorti une petite toupie en bronze. Alors, les yeux du papa sont ouverts, écarquillés. Je me suis dit, oh, c'est mon fils. Alors, la petite larme qui vient avec. Et puis après, de se dire que... Il avait quel âge ce jour-là? C'était cet été. Donc, il a 13 ans. Ouais. Et
Il est revenu le lendemain, le surlendemain. Du coup, il a passé une semaine. Non, on a fait 3 jours. On a fait 3 jours. Il est ressorti des 3 jours. Il m'a dit, papa, je veux faire ce métier. Donc, évidemment, la toupie, il l'a fait en tournage. Et je lui ai dit, tu sais qu'à l'école, donc j'ai fait l'école boule. Tu sais qu'à l'école, j'ai fait tournage. Et qu'a priori, c'est ce que tu veux faire. Il dit, ouais, c'est ce que je veux faire. Donc, ça m'a rassuré. Ça venait pas de moi. Ça venait vraiment de lui. Et puis voilà, maintenant je commence à avoir la sensation que je parle à un adulte parce qu'il est en train de faire un choix d'adulte et que voilà, c'est excitant et inquiétant à la fois, mais voilà, c'est ça d'être père. Mais bien sûr. Et sa maman, elle trouve que c'est une bonne idée? Ah bah elle est à 200%, donc voilà. Une voie s'ouvre. Alors il a encore le temps, il n'est pas encore inscrit, il peut réfléchir, il est revenu justement quand vous êtes venu à l'atelier. Oui. Il a encore le temps de choisir, mais bon, a priori, ça a l'air d'être bien parti. Mais quand je suis venue, il y avait aussi d'autres tout jeunes dans l'atelier. Il y a quand même quelque chose qui se passe autour de... Alors, notre équipe, chez Charles, elle est jeune. Super jeune. Voilà. Ils ont une soif de communiquer ce qu'ils font, d'expliquer ce qu'ils font. Qui fait qu'en effet, alors eux, ils ont quitté l'école il y a 4-5 ans, donc ils ont encore plein de contacts avec les profs de l'école, avec le passage, donc on a toujours un stagiaire qui appelle, un ancien copain, voilà. Donc du coup, on a un flux de jeunesse. Ouais, de jeunesse et de jeunesse motivée surtout. Oui. C'est ça qui est incroyable. Parce qu'on a reçu des fois des stagiaires un peu imposés en disant ce serait bien que tu fasses stage à Maison Charles. On sent que voilà, ça marche pas pour tout le monde. Non, bien sûr. Mais alors quand on a un jeune qui a 13-14 ans, qui a les yeux qui pétillent dans tous les sens et qui sortent de leurs petites mains des pièces qui pour nous devraient nécessiter quelques semaines, voire quelques mois d'apprentissage, on est super content parce qu'on se dit la relève est pas loin. C'est ça. Ouais. Comment il s'appelle celui qu'on avait vu sur la machine? Marc, c'est ça? Marco. Ouais. Incroyable. Marco. Ouais. Tout jeune. Ouais. Et il une bombe. Une bombe. Ouais. Ah ouais. C'est ce que vous me disiez. Ouais. Là, mes collègues, alors c'est marrant parce que donc Marco, il a fait son stage de 3e chez nous. Qui connaissait pas du tout les métiers d'art. Il a découvert complètement ce qu'était que l'artisanat et le bronze. 2 étapes un peu compliquées. Et normalement, les stagiaires sont pas censés toucher à la matière. Là, on l'a vu, on lui a fait toucher un peu la matière, mais il avait des mains en or. Et donc, on en a parlé un peu aux parents. Et il est revenu et il a dit, voilà, je vais faire l'école boule. Et donc, il est à sa 2e année d'école boule, qui vient nous revoir en stage, parce que pendant les vacances, il veut bosser. Et donc, c'est génial parce que, voilà, on voit l'évolution. Alors, évidemment, entre avant boule et après boule, on voit bien la différence. Donc, on sent qu'il est bien entre les mains. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il a mon ancien professeur, donc je suis Olivier Lebossé, que je cite et que voilà, qui continue à enseigner ce qu'il m'a enseigné. Voilà, et on le récupère à l'atelier. On l'a eu pendant une petite semaine. Il nous a encore fait des choses magiques. Les gars, on s'amuse en lui laissant des trucs un peu compliqués, sans trop lui dire. Il exécute le truc et c'est facile pour lui. Donc on se dit c'est bien. On ne sait pas s'il fera la Maison Charles un jour, peu importe, mais on sait que le métier est pas mort, loin de là. Le métier est pas mort. Et je pense que Instagram a un rôle là-dedans, parce que vous avez un très bel Instagram qui montre la vie de la Maison Charles, la vie de ces gars-là qu'on voit tous les jours. Mais lui, Marco, il a son Instagram aussi, j'ai vu. Et il partage cette passion, cet enthousiasme. Et je pense que ça fait partie aussi de la motivation de pouvoir partager avec le monde. Ce dont on parlait tout à l'heure, c'est de casser un peu le côté bizarre de nos métiers et un peu pas incompris, mais on est plutôt dans l'ombre. Donc forcément, les réseaux sociaux, en tout cas Instagram, c'est génial, c'est juste une photo. Et des fois, une photo veut bien dire 1000 fois plus de choses qu'un texte, surtout quand en moyenne, on la regarde une demi-seconde. Il y a plein de messages qui passent à ce moment-là. Et pour nous, c'est une façon, alors c'est bien parce que c'est non officiel, parce qu'il y a l'Instagram de la Maison Charles, très officiel. Le mien, j'ai beaucoup plus de liberté et je m'amuse à poster à la fois la bonne humeur de mes collègues et la manière dont on travaille, le sérieux aussi, l'enthousiasme et puis la finalité, les pièces, quoi.
Parce que quand on a une pièce, en moyenne, une pièce, on va pouvoir la faire en 2-3 mois, entre le moment où on va commander la fonte, recevoir les fontes, faire la ciselure, faire la monture, ça va partir en décor, ça va revenir, on va la réélectrifier. Et il s'est passé plein de choses entre le moment où on l'a commencé et le moment où on l'a fini. Mais au moment où elle est finie, qu'elle arrive chez nous, qu'elle est prête à partir chez le client, ce contraste entre l'atelier très brut, très, très agressif, et ce côté très féminin et très luxe des produits finis, c'est juste magique. On sent qu'il s'est passé un truc. On sent qu'il s'est passé un truc et qu'il repart avec ce truc. Donc on prend une dernière petite photo pour en profiter. Et puis après, bah voilà, elle disparaît, elle vit sa vie avec là où elle doit aller, quoi. Alors on dit féminin, mais il n'y a pas beaucoup de filles dans l'atelier. Il n'y a pas beaucoup de filles, mais j'en connais des filles qui bossent et qui bossent à leur compte, qui travaillent dans le bronze d'art. Il y a autant de filles que de garçons à l'école. Après, les choix à sortie de l'école sont... On a quand même un métier qui est pas super facile, qui est dur. Physiquement, physiquement, c'est dangereux. Je dis pas ça ni fille ni garçon, c'est qu'il y en a beaucoup à la fin qui se disent non, j'y vais pas. Il y en a beaucoup qui se disent travailler en risquant de se brûler, parce qu'on utilise des chalumeaux, on utilise des scies, on a des outils super dangereux qui, dans nos plus grands cauchemars, pourraient nous hanter. Mais donc du coup, il y a beaucoup de gens qui, sortant de l'école, essayent d'aller vers une voie un peu plus noble, pense-t-il, vers la création, par exemple. D'accord. Mais je pense que c'est une erreur. C'est une erreur parce que, en effet, nous, au sein de l'atelier, ceux qui ont choisi de faire ce métier-là, je connais pas plus créatif. Parce que quand on connaît la matière, quand on connaît l'outil, il y a une résonance qui est perpétuelle en nous, qui fait que je les vois, les gars, hein, quand ils fabriquent une pièce, à un moment donné, à côté, hop, ils vont sortir un petit truc pour eux, puis ils vont repartir. Mais personne le voit, ça n'existe pas. Et c'est une petite lampe qui se sont fait parce que, tiens, là, ça m'a parlé, la matière m'a appelé, il y a un truc qui s'est passé. Il a mis un quart d'heure, hein, mais il a fait un truc génial qui va rester chez lui et que personne ne verra. C'est incroyable. Après, en effet, moi j'ai travaillé pas mal avec des filles, notamment chez Van der Straten. Je trouve qu'il y en avait un petit peu plus. Mais dans ma promo, j'avais plein de copines. Donc voilà, après les chemins... On va en interroger une la semaine prochaine. Ouais, chouette. Atelier de Michelis. Super, super fille. Ouais, super bon. Vous êtes rencontrés à l'école ? J'ai été, je l'ai croisé à l'école et puis après chez Van der Straten. D'accord. Voilà. Et puis après, c'est fait un tour du monde, mais elle vous en parle. Elle va nous raconter. Ouais. Mais vous avez une communauté, des amis artisans, même dans d'autres métiers. Vous voyez, vous travaillez parfois ensemble ? Ah bah ouais, carrément. En fait, on travaille avec des gens dans le verre, des gens qui travaillent la pierre, le cuir, la céramique. Là, moi, je suis en relation avec la maison Coquet, par exemple, pour essayer de faire des projets avec eux. On travaille avec un artisan qui nous souffle des pièces en verre pour des lustres qu'on appelle les bubbles, qui sont des pièces magnifiques en verre soufflé. Comment il s'appelle cet artisan ? C'est Stéphane Rivoal, pardon. Stéphane Rivoal qui fait des pièces magnifiques. On travaille avec la maison de Serme, qui est bombeur sur verre, qui font des choses aussi magnifiques. Alors après, il faut courir après eux. La maison de Serre, par exemple, elle est de côté de Rouen. La maison Coquet, elle est près de Limoges. Bon, voilà. Il y en a un petit peu de partout. Mais ouais, tous les corps de métier. Mais ça aussi, moi, je crois que c'est un petit peu l'histoire qu'on a appris à l'école Boulle. À l'école Boulle, il y a 9 spécialités entre l'ébénisterie, la sculpture, la marqueterie, le tourneur, le monteur en bronze, ciseleur, graveur, etc. Et qu'on avait tous des copains à droite à gauche. Ouais. Donc on allait en atelier d'ébénisterie, on regardait comment ils faisaient, même si on comprenait pas tout, parce que évidemment ce sont des métiers. Mais du coup on a ce réflexe de se dire, oh là, à un moment donné je t'ai vu faire ce geste, moi si ma pièce je la fais comme ça, peut-être que ça va te gêner. Et là, en effet, un dialogue s'installe et on peut travailler intelligemment ensemble parce qu'on a cette habitude de réflexion. Même si on ne connaît pas bien le métier de l'autre,
on a une approche qui nous permet de pouvoir travailler ensemble. Et ce qui est indispensable, parce que beaucoup de beaux projets nécessitent l'association d'artisans de talents, mais issus de domaines différents. Oui, bien sûr. Et alors, vous avez une partie de votre métier qui n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école Boulle, c'est le management. Ouais. Comment ça se passe, ça ? Disons que dans nos métiers, de toute façon dans tout corps de métier, l'évolution fait quand on commence à être bon, on passe au cap au-dessus. Alors au cap au-dessus, on est moins bon, parce qu'on était bon en dessous, mais on découvre le dessus. Donc au fur et à mesure, on monte les échelons, et quand on a un petit peu de technique, on peut montrer sa technique et donc accompagner les autres. Puis petit à petit, ça se transforme en chef d'atelier, donc on va être avec un angle de vue un petit peu plus large, on va commencer à avoir un petit peu plus d'aisance par rapport à l'appréhension d'un projet. Donc on va monter petit à petit en grade. Alors en effet, ça devrait appeler à un certain management, mais que je me refuse complètement de faire, car mes collègues sont déjà des trésors vivants, avec un savoir-faire, avec une personnalité, avec qui, lors de questions pour moi, d'arriver et de dire t'es pas arrivé à l'heure, tu travailles pas assez vite, tiens-toi droit et dis bonjour à dame. Voilà, c'est pas du tout la philosophie. La philosophie, c'est de comprendre comment est l'autre, de savoir où il est bon, et puis de tout faire pour qu'il puisse exploser dans ce domaine. Et je pense que on parle de chef d'atelier, j'ai plus envie d'être un chef d'orchestre qui va profiter des facultés de chacun pour pouvoir faire en sorte que tout le monde soit au mieux, et puis de faire des pièces magnifiques. Alors des fois, il faut un peu les pousser, il faut révéler leur talent, parce que le problème de l'artisan, c'est que souvent l'artisan a pas une image très valorisante, et donc du coup souvent certains hésitent, sont timides, n'osent pas. Et là, il y a du fait de ma blessure, je commence à pousser certains gars à faire de la sculpture, donc à rentrer dans la matière, à sortir une forme, à passer au-delà de la simple exécution sur plan. Et avec du management autoritaire, j'y arriverai pas, c'est impossible. La seule moyen de pouvoir révéler le meilleur de quelqu'un, c'est de lui faire confiance et puis lui donner toutes les possibilités pour qu'il puisse s'exprimer. Et ça a marché? Il a réussi, cet apprenti Il est en train. Il est en train. Ouais, normalement. Et il prend plaisir? Ah ouais. Ah oui, enfin je crois, oui, carrément, ouais. Mais de toute façon, il y a aucun doute. On n'a pas le doute. Une fois qu'on est dans ce genre d'activité, les choses se font. Donc il faut juste, c'est un peu comme une petite flamme, faut pas qu'elle s'éteigne, c'est tout, quoi. Faut l'entretenir. Mais ouais, j'ai aucun doute que chacun va arriver à se révéler avec le temps qu'il lui faut, en exerçant au mieux son métier. Et c'est comme ça que des innovations sortent, hein. Quand ils ont envie de se lever le matin, quand ils ont envie de venir au boulot, ils n'ont pas envie de repartir le soir. Donc il y en a certains qui restent à l'atelier, ils ont des pointés, puis ils sont encore à l'établi, parce qu'ils créent d'autres choses, qui présentent après à Michael Wagner, le patron de la Maison Charles, qui décide ou non des fois de mettre au catalogue. Donc si vous allez sur le site, vous allez pouvoir voir qu'il y a dans les noms de designers, vous allez voir mes collègues, parce que habités par cette envie, nous ont apporté des pièces au catalogue qui se vendent, hein. C'est pas juste allez, on met au catalogue pour avoir une belle photo, une belle bio. Non, c'est des pièces qui se vendent. Donc ils ont à la fois compris l'identité de la maison, ils ont compris le marché, ils ont compris ce que peut attendre un client et comment le faire rêver un peu plus. Ils ont pas 30 balais, hein. Donc félicitations les gars. Ouais, c'est un beau chemin. Ouais. Alors qu'est-ce que je peux faire pour vous, Pierre Salagnac, avec ma baguette magique? Eh bien, je crois que le mieux, c'est de parler de nos métiers. Venez voir notre site, venez voir notre atelier, ou allez voir mes collègues, hein. Il y a des gens qui travaillent dans l'artisanat et dans l'anonymat. Merci Pierre Salagnac. Merci beaucoup à vous. Métiers Rares est un studio de craft thinking. Le jour, Métiers Rares imagine et bâtit des ponts entre les métiers d'art et les marques. La nuit, Métiers Rares produit des podcasts
qui célèbre l'excellence et la créativité des humains. Si vous avez aimé ce podcast, dites-le nous avec 5 étoiles. Abonnez-vous, parlez de nous. Suivez-nous sur Instagram @métiersrares. Suivez-moi sur Instagram @RaphaëlMétiersrares. La signature musicale a été créée par Velvet Stairs. Je remercie Philippe Calvérac pour le montage minutieux et le mixage exigeant. Tu sais, je parlais de vibration tout à l'heure. Il y a un alchimiste que je suis, un contemporain qui s'appelle Patrick Burenstenas, qui a œuvré beaucoup dans le domaine de l'alchimie, avec ses grands maîtres, mais qui du coup, de par l'alchimie, s'est intéressé à tout ce qui nous environne, à tout ce qui fait partie de notre vie simple, à ce qui est le plus compliqué, ce qui est fondamental et ce qui est basique. Et à un moment donné, il parlait de vibrations et quand tu vois des expériences où tu as un tas de sable et on met un caisson basse en dessous et que tu envoies une onde avec une fréquence, le sable va prendre des ondes, va prendre une forme, la matière va prendre une forme avec le son. Si tu changes la fréquence, le sable va changer de forme et que la façon dont on dit les choses a une résonance et va impacter sur la matière rigide comme la matière vivante. Pour moi, toute matière est vivante, mais c'est encore un petit peu plus compliqué. À tel point que, par exemple, un nom ou un prénom va forger une personnalité parce que, à force de l'entendre, tu vas prendre une forme et tu vas prendre une attitude qui, elle, va te suggérer une apparence. Voilà. Donc, de la même manière que quand on parle mal à une personne, ça va générer un traumatisme. Enfin, il y a plein de choses qui vont générer autour de ça. Et la vibration, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Tu vois, dans nos métiers, quand tu tapes sur une enclume, le forgeron va déjà taper dans l'enclume pour voir comment elle résonne. Et puis, quand elle va bien résonner, il va envoyer cette vibration, l'enclume va répondre au métal. Tu as toujours le gars qui tape sur l'enclume avant de taper sur la pièce. Il va envoyer une résonance, il va préparer le métal. Et là, le coup arrive et le métal est prêt à recevoir. Il y a plein de choses comme ça dans la résonance qui est super importante. Et du coup, le fait quand on parle déjà, il y a de la résonance, mais c'est une sorte de fil énergétique il suffit de s'accrocher. Et en fait, quand je te parle, voilà, je m'accroche au truc. Et puis, ouais, c'est pour ça que ça déroule comme ça et qu'on sent que ça déroule en toi des choses qui sont déjà verbalisées. Enfin, je ne sais pas si tu parles souvent de ton métier, de ton savoir-faire, de ta vie d'artisan, mais je trouve que tu poses les mots et les concepts de manière très pensée. Ça a commencé, j'en ai pas trop parlé. Mais j'ai été... mais je fais comme si ça enregistrait pas. Olivier Lebossé, mon prof d'atelier, m'a appelé un jour, j'étais à Marseille, je travaillais chez Mathieu Lustrori. À l'époque, il était à Marseille et il me passe un coup de fil pour me dire qu'il avait 2 nouvelles à me donner, une bonne et une mauvaise. Et je dis, commence par la mauvaise, il était atteint d'un cancer thyroïde et qu'il en avait peut-être plus pour très longtemps. Et que la bonne, pour le coup, j'avais pas trouvé ça une bonne, mais qu'il avait pensé à moi pour le remplacer. Il me dit, mais t'as un boulot? Je dis, non, mais ce soir, je quitte mon boulot et j'arrive, je te remplace. Donc j'ai dit au revoir à Régis Mathieu qui... Pour le coup, je crois qu'il n'avait toujours pas compris. J'avais un collègue qui était là-bas, il était allé le voir, il dit mais il a trouvé un autre boulot, il s'est passé un truc. Il dit non. Et donc j'ai remplacé Olivier qui heureusement n'a été absent qu'une année, qui m'avait confié les clés de son atelier pendant 1 an. Donc il m'a confié la vie de ses élèves parce que certains passaient leur diplôme. En fait, tu as les 5 années en même temps à l'atelier. Tu as les premières années, tu as tout l'atelier qui est... Tout le monde vient en même temps et tu donnes les cours. J'avais 23 ans. Oh là là. J'avais pas touché un tour depuis que j'étais sorti de l'école. Et il y a des démonstrations techniques, notamment la molette. La fameuse molette. Faut pas se planter, quoi. Ouais. Faut pas se planter. Puis les élèves, on montre une fois, on montre pas 2 fois, quoi.
Et pendant toute cette année, il a fallu que j'intellectualise ce que je vivais. Et ça a été le début, je crois, de la compréhension de mon métier, d'une manière générale. Le métier et la manière dont je le fais. L'artisan est là pour apporter des choses au service des gens, ni plus ni moins. Que ça soit un plombier, que ça soit dans le luxe. Mais là, ce que tu dis, ça va au-delà de la fonctionnalité, justement. Bah, pas un plombier. Pas tant que ça. T'as pas de vibration avec tes tuyaux de lavabo. Et bah, si un plombier va faire bien son travail, la personne va vivre dans un environnement plus sain. Je parle de plombier parce que j'ai rencontré un plombier qui était banquier et qui a décidé de tout lâcher et de faire un métier manuel. Il s'est fait une formation de plomberie, il bosse avec des copains qui sont archis et donc il va de chantier à chantier. Il est super bon, mais il est habité comme nous. Et il est plombier, ouais, et alors? Mais il fait son métier tellement bien, il a un boulot monstrueux, je crois qu'il gagne bien plus sa vie que quand il était banquier. C'est pas parce que les tuyaux c'est pas beau, ça a une fonction, ça fait partie de ta vie. Imagine ton habitat où la plomberie part en sucette. T'es à nu, c'est la catastrophe, un monde s'écroule.